Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio, une demi-heure avec. Alors, je vous le dis comme ça, c'était le premier invité de Bismart, le tout premier. Donc, c'est vous dire quelle estime j'ai pour cet entrepreneur, Denis Père. Là, il écrit un bouquin qui nous permet de réfléchir ensemble à la mondialisation, aux délocalisations, à l'ensemble des sujets qui nous passionnent. Donc, c'est parti, on va passer une demi-heure ensemble. Et donc on va terminer avec Denis Père. On va terminer. Vous inquiétez pas, Denis, on a 22 minutes, hein, donc on a le temps de s'expliquer parce que donc Denis Père qui écrit un bouquin qui s'appelle Le contrat mondial. Vous me parlerez. Un peu compliqué le contrat, Denis. Hein, je vais essayer de vous le faire en plus simple. Oui, mais je doute pas que vous me le ferez en plus simple. Mais non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quoi? C'est les 30-40 dernières pages. Ouais. Et avant, c'est encore le dire d'un mot, c'est-à-dire Denis Père, le premier entrepreneur français qui a été se faire coter au Nasdaq et qui dit. On a complètement raté la mondialisation. Notre mondialisation est un échec, un semi-esclavage généralisé et une ruine. Oui, je parle de semi-esclavage, pas forcément généralisé, mais oui, c'est vrai. Ah si, vrai. Je crois que tu le dis. Si je l'ai noté, si je l'ai noté, c'est que tu le dis. J'utilise le terme de semi-esclavage, pas forcément généralisé. Non, mais ça doit être globalement autour de la Chine, voilà. C'est ça, entre autres. Et un appauvrissement, notamment de l'industrie, de l'ensemble des pays développés. Absolument. Absolument. Ce constat, je l'ai fait au fil des ans, mais il m'est apparu évident en 2016. En fait, le choc, ça a été 2016. Ça a été l'élection de Trump, le Brexit, où on a vu cette révolte des classes populaires dans ces pays qui est totalement corrélée effectivement aux délocalisations. Ça a même été prouvé par un certain nombre de scientifiques, j'en parle dans le livre, un économiste du MIT qui s'appelle David Autor, qui a montré que les counties, les circonscriptions américaines qui avaient le plus voté pour Trump étaient celles qui avaient été le plus touchées par les délocalisations vers la Chine. Donc il y a vraiment une corrélation très très directe. Et puis c'est mon expérience aussi de développeur de solutions de stockage d'énergie qui m'a ouvert les yeux. Où effectivement, moi je connaissais la mondialisation heureuse. Moi j'ai passé 30 ans à développer des sociétés. Business Object, c'est la mondialisation heureuse. C'est la mondialisation heureuse, bien sûr, et qui a là aussi c'est un jeune entrepreneur français qui se retrouve. Mais il y a eu cette mondialisation heureuse dans des pays qui ont des règles similaires. Les pays développés ont tous la même histoire. Ils ont 150 ans d'histoire industrielle, donc à peu près 150 ans d'histoire sociale et 50 ans d'histoire environnementale. Donc ils ont les mêmes règles, ils ont les mêmes normes. Et puis vous avez les pays émergents, les pays en développement, qui eux ont démarré leur industrialisation il y a très peu de temps, il y a 20, 30 ou 40 ans. Et donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient des normes sociales aussi riches, aussi sophistiquées, aussi élaborées, et donc les coûts qui vont avec. Parce que quand on a des normes élevées, on a des coûts élevés. Il y a une corrélation directe aussi entre le taux horaire de main-d'œuvre et par exemple le niveau de dépenses sociales, ce que je montre dans le livre. Par exemple, la Chine aujourd'hui, on est à des taux horaires de l'ordre de 5 € de l'heure, quand en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, on est à 30. Et le niveau de dépenses sociales dans le PIB en Chine, d'après l'OCDE, c'est une estimation, mais c'est de l'ordre de 8%. Le niveau de dépenses sociales en Europe de l'Ouest, c'est 26%. Aux États-Unis, c'est 30%. La France, c'est le record du monde, c'est 31,5%. Donc, on a une corrélation très directe entre des normes sociales qui sont très ambitieuses, des coûts qui sont élevés, parce que qui dit normes sociales dit protection sociale, dit retraite, etc. Donc des coûts qui sont élevés. Et dans les pays émergents, c'est normal, ils démarrent leur industrialisation, et donc ils ont des normes sociales qui sont beaucoup plus réduites, et donc des coûts plus faibles. Et donc pourquoi c'est un problème? Parce que quand vous organisez une Coupe du Monde de foot entre des pays qui ont des règles extrêmement strictes et des pays qui ont des règles qui n'ont pas de règles, ou très peu, et que ceux qui n'ont pas de règles gagnent la Coupe du Monde de foot. Exactement. Mais Denis, le péril jaune. Oui. C'est un texte, alors je voulais te l'amener, je te l'ai pas amené, qui date de 1905. Oui. En 1905, déjà, tu as le Denis Père de l'époque qui écrit « L'ouvrier à 1 sou tuera l'ouvrier à 1 franc ». Mais moi, je crois que le sujet n'est pas là. Le sujet, si tu dis corrélé aux délocalisations, c'est que rien n'est venu le remplacer, en fait. C'est qu'on a nous-mêmes arrêté d'innover, finalement, pour continuer cette course au progrès. On n'a pas arrêté d'innover. On n'a pas arrêté d'innover, Stéphane. Simplement, c'est très compliqué. Moi, je le vis tous les jours.
Un exemple très concret. Moi, je développe des solutions de stockage d'énergie à base de pompage-turbinage. Donc, c'est des gros chantiers de génie civil. On crée des bassins d'eau, on pose des conduites forcées, etc. Donc, nous, on a des employés qui sont aux normes sociales occidentales. On doit respecter aussi les normes environnementales. On doit, par exemple, détourner une conduite forcée en Martinique pour pas impacter des orioles, qui est une espèce protégée quand ils viennent nidifier. Et c'est très bien. J'ai le nom de la nature dans le nom de ma société. En face de moi, Nature and People First. En face de moi, j'ai des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, c'est une concurrence qui est totalement déloyale. Je suis un ancien membre de l'autorité de la concurrence. J'ai été habitué à évaluer des situations de concurrence. Ça s'appelle de la concurrence totalement déloyale. Pourquoi ? Parce que... Et tu dis quoi ? Il y a eu une fracture quand ? Tu dis 2016, mais il y a eu une fracture quand ? Non, la fracture, je la raconte dans le livre parce que c'est très intéressant, effectivement, et c'est historique. La fracture, elle date en fait du choc d'excellence japonais des années 80. Moi, j'étais jeune employé dans une boîte de semi-conducteurs aux États-Unis à cette époque, et j'ai vu les Japonais arriver avec des technologies, avec des mémoires qui coûtaient pas cher. Et ça venait de quoi ? Ça tenait à quoi ? Ça tenait à des méthodes managériales exceptionnelles qui avaient été enseignées d'ailleurs par les consultants américains au lendemain de la guerre. C'était les cercles de qualité, c'était le Kanban, le just-in-time, etc. Denis, je termine. Non, restons sur Jack. Tu t'en souviens de Jacques Calvet ? Pardon pour ceux qui n'ont pas 50 ans. Jacques Calvet, il disait exactement ce que tu dis là. Il nous faut des barrières, l'automobile japonaise va nous submerger. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a la révolution automobile allemande. C'est bien l'innovation qui te fait sortir de ça, pas des barrières. Oui, mais bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je termine sur l'exemple japonais. Parce qu'effectivement, les Allemands ont choisi cette voie-là. Et c'est remarquable. Mais c'est pas ce qu'ont fait les Américains. Qu'ont fait les Américains à ce moment-là ? Ils ont essayé de mettre en œuvre effectivement les méthodes japonaises. Et puis, ils y sont pas suffisamment arrivés. Et donc, à un moment donné, les Américains, on les connaît bien. Moi, je les connais bien. Je les fréquente depuis très longtemps. Ils aiment bien les solutions rapides et faciles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, on va arrêter d'essayer de se battre, d'essayer de devenir japonais. Le choc, ça a été quand Toyota a ouvert des usines aux États-Unis et a réussi à sortir des voitures beaucoup moins chères avec des ouvriers américains, avec le contexte législatif et fiscal américain. Ils sortaient des voitures qui étaient beaucoup moins chères. Donc, les Américains ont dit, non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Parce qu'effectivement, la bonne réponse, c'était de lutter sur l'excellence. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, on va aller chercher, pour baisser les coûts, on va aller chercher de la main-d'œuvre pas chère au Mexique. Et ils ont fait le NAFTA. Donc, là, les multinationales américaines... Voilà, c'est ta grande théorie. C'est les multinationales américaines ont embrouillé, les responsables politiques en leur disant, on n'a pas le choix, il faut qu'on délocalise. C'est documenté, c'est historique, c'est de l'histoire aujourd'hui. J'en parle dans le livre, tout est archi-documenté. Ah oui, mais c'est passionnant. C'est archi-documenté. Absolument passionnant. Et donc, les multinationales américaines, effectivement, ont monté un groupe qui s'appelle USA NAFTA, avec des captains dans chaque État. Donc, dans le Massachusetts, il y avait GE parce que c'était leur État, etc. Et ils sont allés convaincre, effectivement, les politiques que la solution, le futur de l'industrie, c'était d'aller chercher de la main-d'œuvre pas chère au Mexique. Et ça a été compliqué. Les syndicats, évidemment, se sont battus. Les syndicats américains, ils avaient un peu de mal parce qu'ils n'étaient pas très crédibles. Il y avait eu des problèmes de corruption. Et puis, ils n'avaient pas les mêmes moyens. Ils étaient face à un rouleau compresseur, effectivement, du lobbying des multinationales américaines, qui ont convaincu d'abord les républicains. C'était George Bush père. Ça a été repris par Clinton, qui s'est laissé convaincre que c'était une très bonne idée. Il semble que Clinton, en fait, ce qu'il voulait, c'était freiner l'immigration. Il se disait, les Mexicains vont se développer, ils vont avoir des salaires plus élevés, donc on aura moins d'immigration. C'était ça le rationnel. Et c'était pas idiot, sauf que c'est pas du tout. C'est un sujet dont on va parler. Mais sauf que c'est, alors malheureusement pas du tout ce qui s'est passé, parce que les salaires au Mexique sont restés extrêmement bas pour des questions souvent de corruption, de syndicats, etc. Donc les salaires sont restés extrêmement bas. Les normes sociales se sont pas développées. Il y a eu des délocalisations massives qui ont vidé le Middle West, qui était la Rust Belt, qui était le berceau de l'industrie américaine. Et il y a eu derrière la rébellion des classes populaires aux États-Unis. C'est documenté aujourd'hui par des profs du MIT. Mais le sujet, c'était bien ça quand même. Donc, le sujet, ça restait la fameuse phrase d'Henry Ford, il faut que chacun de mes ouvriers puisse se payer une Ford. Exactement. L'idée, c'était bien quand même que l'ensemble de ces populations des pays émergents, sous-développés, allaient justement dans un développement commun commencer à acheter nos produits. Sauf que Stéphane, c'est pas ce qui s'est passé. Les salaires restent durablement bas, surtout dans des pays où soit effectivement il y a de la corruption comme au Mexique, soit vous avez un régime autoritaire qu'il ne laisse pas les normes sociales se développer. Ce qui se passe en Chine. En Chine, on peut pas rejoindre un syndicat indépendant. Donc les ouvriers, ils acceptent les conditions qui sont pas terribles. Ils ont des salaires qui sont pas toujours payés et les recours sont misérables. Ils doivent commencer par payer 2 mois de salaire pour aller au prud'homme et ça n'aboutit que dans 30% des cas, etc., etc. Il y a de très nombreuses histoires dans le livre. Tout ça est archi documenté. Et donc, effectivement, le pari, c'était que ces pays allaient émerger, allaient petit à petit rattraper
développer notre niveau de développement, mais ça se fait pas immédiatement. Il a fallu 150 ans pour arriver au stade où on en est. Je dois dire, et là, avec en plus des régimes autoritaires. La réflexion libérale de comptoir qui peut être la mienne, c'était l'idée, à partir du moment où il y a davantage d'enrichissement, forcément à un moment il y a une aspiration démocratique, et forcément à un moment ces gens-là nous rejoignent. Sauf que force est de constater que pas du tout. Voilà, ça peut être le cas. En même temps, ça peut être le cas, mais les grandes villes chinoises aujourd'hui ont le niveau de vie des grandes villes européennes. On ne sent pas, mis à part à Hong Kong, on ne sent pas de printemps chinois. Exactement. Et il faudra du temps. Mais même nous, il a fallu du temps. Moi, je suis lyonnais d'origine. En 1830, quand les Canuts révoltaient, on leur tirait dessus. Quoi. Je veux dire, nous aussi, on a connu ça. Raconte, parce que c'est ma passion du moment. Et tu dis, il y a un révélateur autour de Huawei. Autour des semi-conducteurs. Parce qu'en plus, ça permet de remonter à Alcatel. Le choc chez nous, c'est 2000, c'est Turuk, c'est Fabless, etc. et tout. Et là, on lâche en plus des pans de souveraineté. Mais complètement, parce qu'il y a un enjeu social dont on a parlé. Il y a eu des pertes d'emploi des classes populaires. Il y a des régions entières qui se sont vidées, effectivement. La France périphérique, les États-Unis périphériques, l'Angleterre périphérique et la révolte des classes populaires qui s'est exprimée dans les urnes sous les formes qu'on a vues. Et il y a bien sûr aussi des enjeux de souveraineté majeurs. Huawei, c'est un excellent exemple où moi j'ai eu comme client tous les grands des télécoms. J'ai eu Alcatel, j'ai eu Siemens, j'ai eu Northern Telecom, j'ai eu Lucent aux États-Unis à travers Business Object dans les années 90. Il y en a plus que deux aujourd'hui. Il y a plus que les deux scandinaves. Il y a plus que Ericsson et Nokia qui survivent, qui perdent des parts de marché très rapidement parce qu'ils sont face à une compétition de Huawei qui est extrêmement dure, qui repose sur ce que j'appelle le triple dumping. Alors le premier type de dumping, il est connu, c'est les subventions. Huawei conteste qu'ils en ont eu, mais il y a un débat qui est pas clair là-dessus. Et puis ensuite, il y a le dumping social et environnemental dont bénéficie Huawei. Ouais. Et donc, ils ont plus le marché chinois qui est fermé, très compliqué d'aller en Chine, parce qu'ils ont évidemment à leur disposition cet immense marché, mais très compliqué pour un compétiteur européen de s'installer ou américain, parce qu'il faut faire des transferts de technologie forcés, parce que quand on a une copie de sa propriété intellectuelle, on est quasiment retoqué systématiquement dans les tribunaux chinois. Donc marché fermé, tu rends hommage à Trump. Je rends hommage à Trump. Tu rends hommage à Trump. Mais je rends totalement le hommage. Le gars qui tape du poing sur la table. Ouais, alors Trump est quelqu'un d'invraisemblable dans ses comportements, qui respecte pas les femmes, mais Trump a été le premier leader occidental à dire ça suffit, on peut plus accepter une relation déséquilibrée, on peut plus accepter un partenaire chinois qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris quand il est entré dans l'OMC, d'ouvrir son marché, de pas imposer ses transferts de technologie, etc. Il parlait même de vol de technologie. Et puis, il a commencé à travailler sur les normes sociales, c'est assez intéressant. Il a amené un triplement des salaires dans l'automobile mexicaine, ça on le sait pas forcément. Il a fait rajouter dans tous les accords de libre-échange américains un addendum. Il y avait déjà une petite annexe qu'avait mis Clinton pour essayer de calmer les syndicats, mais il n'y avait aucun engagement. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient, les pays faisaient ce qu'ils voulaient. Là, il a rajouté une annexe avec des engagements très précis de respect des 4 piliers de l'OIT, interdiction du travail des enfants, interdiction du travail forcé, liberté syndicale, etc., avec des sanctions financières à la clé. Ce qu'on essaye de faire, nous, dans notre accord d'investissement avec les Chinois, voilà, le tout dernier. Timidement, mais très timidement, on est très loin de ce que je propose. Mais parce que, quand même, alors, c'est ça qui est difficile dans l'histoire. Et après, on va aller sur ton contrat, hein, je te rassure. Mais c'est ça qui est difficile dans l'histoire, c'est que nous, en fait, vu de France ou vu des États-Unis, cette relation, elle est effectivement complètement déséquilibrée et on a l'impression d'avoir tout perdu. C'est pas la vie qu'en ont les Allemands. Et les Allemands, ils ont vendu des centaines de milliards d'euros de machines-outils pour équiper l'ensemble de cette industrie chinoise. Absolument. Et ils ont partagé avec les Chinois l'ensemble des fruits c'est vrai, Stéphane. de cette mondialisation. Alors, on va y revenir aussi. Nous, on souffre de deux choses quand même chez nous. Nous, on souffre de cette mondialisation déséquilibrée et sans éthique, mais on souffre aussi de la gestion de notre pays. On souffre quelque part de cette sous-administration du commerce mondial, mais on souffre aussi de la suradministration du commerce. Tu vois, j'ai peur que cette mondialisation, tu en fasses un bouc émissaire. Non, je n'en fais pas un bouc émissaire. Stéphane, quand je me suis lancé en politique avec nous citoyens, je l'ai fait pour justement éviter les boucs émissaires. C'est pour ça que j'étais surpris. Mais le problème, il est le même en Angleterre, il est le même aux États-Unis, où ils n'ont pas ces problèmes-là. La dépense publique est correctement gérée. Et pourtant, ils ont aussi des classes populaires qui se rebellent et qui sont prêts à mettre un Boris Johnson, à voter le Brexit et à mettre un Donald Trump. Et ils ont failli le réélire il n'y a pas longtemps, avec 74 millions d'électeurs. Je vais te dire en face, les Pays-Bas, ils ont une industrie qui reste une industrie solide. Alors, la Suisse a une industrie qui reste une industrie solide. On va en parler, donc Stéphane. C'est bien des modèles. On va en parler, Stéphane. On va en parler. L'Allemagne, les pays germanophones et scandinaves ont pour l'instant réussi à préserver un niveau d'industrie qui est correct. Mais les Allemands sont en train de se réveiller actuellement. Le réveil allemand, ça a été l'acquisition de KUKA AG il y a 2 ans. Par KUKA AG, c'est une entreprise qui fait des robots avec des mains articulées, magnifiques. Expert de la robotique industrielle. Expert de la robotique industrielle, qui était une
vedette qu'allait visiter Angela Merkel dans tous les salons, et tout d'un coup, acquisition de Kuka AG par un acteur chinois. Donc là, ils ont compris qu'effectivement, leur marché traditionnel de la machine-outil, mais aussi de l'automobile, est en train d'être touché de plein fouet par la Chine. Ils ont vu les experts du véhicule électrique allemand de BMW, deux ingénieurs allemands, aller créer leur start-up, leur Tesla, elle ne s'appelle pas comme ça, mais aller le créer en Chine. Donc, ils ont vu que tout d'un coup, effectivement, ils allaient être face à une concurrence qui était extrêmement sérieuse. Ils sont en train de voir arriver des véhicules électriques chinois qui sont 30 à 40% moins chers. Pourquoi ils sont 30 à 40% moins chers? Pour une seule raison. Parce que l'ouvrier chinois, il est payé 5 € de l'heure, quand l'ouvrier allemand, il est payé 30 € de l'heure. Quand il y a 50% de main-d'œuvre dans la fabrication d'une automobile, ce qui est encore le cas aujourd'hui, bien que ce soit extrêmement robotisé grâce à KUKA, eh bien, il y a tout de suite un avantage concurrentiel de 30 à 40% en faveur du fabricant chinois. Et ça peut plus continuer. Parce que les conséquences, outre les conséquences sociales, les conséquences stratégiques sont colossales. On n'a pas fini sur Huawei. Je termine rapidement. Vas-y, parce que les panneaux photovoltaïques m'intéressent beaucoup. Mais bien sûr aussi, sur Huawei, qu'est-ce qui se passe? On a une situation où effectivement Huawei devient dominant et on voit le gouvernement américain, on a vu quand même quelque chose d'invraisemblable qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire économique récente, le gouvernement américain se dire comment est-ce que je peux faire pour que ces entreprises européennes, Nokia, Ericsson, soient plus compétitives par rapport à leurs concurrents chinois? Les Américains se posent les bonnes questions, se sont posés les bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de quoi? Ils n'ont pas juste peur de l'espionnage, parce qu'ils espionnent, tout le monde s'espionne évidemment. Ils ont peur que toutes ces antennes télécoms qui sont au cœur des réseaux 5G, donc du pilotage des voitures autonomes, donc du pilotage d'un certain nombre d'opérations chirurgicales, que du jour au lendemain, par une backdoor, on puisse dire vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la Chine à Taïwan, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il y a eu des vols sur Taïwan tous les jours là, de la Chine. Vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la Chine sur Taïwan, on bloque votre réseau de voitures autonomes, on bloque vos opérations chirurgicales. C'est possible ça, mais bien sûr, Denis? c'est possible. C'est pas un fantasme. C'est pas du tout un fantasme. Parlez à n'importe quel ingénieur télécom. Ah ben je vous écoute, pour le coup, vous savez de quoi vous parlez. Fantasme. Donc il y a des vraies questions. Et d'ailleurs, là, les télécoms, on est dans l'hyper-stratégie. Oui, on est dans l'hyper-stratégie. Et je pense que là, la solution, et ce que disent les Américains d'ailleurs, ils disent nous on veut plus. C'est un très très bon symbole parce qu'en face, alors Stéphane Richard, il va le dire doucement parce que mais en face, je crois que Patrick Drahi le dit moins doucement justement. C'est non mais attendez, vous voulez quoi? C'est aussi la modernisation du pays, c'est aussi la 5G accélérée en France dont la France a besoin. Donc à un moment, si vous travaillez pas avec Huawei, vous prenez du retard. Nokia, Ericsson ont tous les deux des offres qui sont construites avec ils sont moins bien, quoi. Ils sont moins bien parce que c'est vachement dur de concurrencer les Chinois quand ils ont, parce que c'est vrai aussi dans la R&D. Accepter un peu de dégradation. Non, parce que moi je pense qu'il n'y aura pas de dégradation le jour où la concurrence sera level playing field. Mais en attendant, il faut accepter peut-être de dégrader un tout petit peu nous l'ensemble de nos produits. Il faut accepter de pour rétablir cet équilibre. Il faut pas forcément dégrader parce que la concurrence, en l'occurrence, elle s'exerce aussi sur la R&D. Ce que dit très bien Tchuruk que je cite dans mon bouquin, il disait moi quand je recrute un ingénieur allemand ou un ingénieur français, je recrute 3 ingénieurs en Chine pour le même prix. Et c'est toujours le cas. Donc la R&D de Huawei, elle est boostée aussi par cet avantage concurrentiel du très faible coût de la main-d'œuvre qui est lié à la faiblesse également des normes sociales chinoises. Donc ça va très très loin. La fabrication de batteries, on aura pas le temps, les panneaux. Les batteries, très vite. Un concentré des travers de la mondialisation actuelle. Bien sûr. Ça commence au Congo, en RDC, avec des gamins qui travaillent dans les mines pour 25 centimes d'euros de l'heure, sans gants, sans masque, sans casque, des mines qui s'effondrent, on va pas les chercher. Les adultes, c'est pareil. Ensuite, ça continue en Chine. 80% du cobalt est raffiné en Chine, avec des normes sociales qui sont un peu meilleures, mais pas bien meilleures. Donc, sur toute la ligne, effectivement, on a un process qui est pas du tout conforme à nos normes. Mais on est au cœur de nos contradictions parce que il faudrait ces fameuses terres rares, en fait, elles le sont pas. Il suffirait qu'on rouvre nous-mêmes quelques mines. Tu dis que les Américains y réfléchissent. Absolument. Alors, le cobalt n'est pas une terre rare, mais c'est pas très grave. C'est un matériau rare. Mais il y en a d'autres. Voilà. Non, mais sur les terres rares, c'est un vrai sujet. Il y a 17 composants qui sont pas si rares d'ailleurs. Simplement, pour les extraire, il faut de la croûte terrestre, il faut effectivement manipuler énormément de terre, donc c'est très polluant. Donc les Américains avaient 50% du marché des terres rares dans les années 80. Aujourd'hui, les Chinois ont 90% et tiennent la dragée haute à tous les Occidentaux. Il faut ouvrir des mines. Donc, mais on peut pas ouvrir des mines avec des différentiels de normes pareils. On ne peut pas. Les mines américaines qui fonctionnent aujourd'hui sont subventionnées par le DoD, par le département de la défense américain. Subvention on laisse, puisque c'est une question de souveraineté. Alors, c'est ce que voulait faire Montebourg. Moi, je veux pas subventionner parce que subventionner, c'est Big Brother qui décide qui sont les champions. Moi, je veux recréer un environnement
concurrentielle, que les meilleurs gagnent. Et je dis simplement, effectivement, et c'est le contrat mondial, je dis simplement sur les industries stratégiques, ça concerne effectivement aussi les mines et les matériaux rares, je dis sur les industries stratégiques qui sont au cœur des infrastructures essentielles. Donc tout ce qui est télécom, médical, énergie, automobile, transport en général, je dis là, il faut un environnement concurrentiel, il faut arrêter la concurrence déloyale. Donc on ne peut plus continuer à utiliser le coût de main-d'œuvre comme un différentiel dans la concurrence. Et donc comment ça veut tu dire, fais alors? Quand on a 5 € de main-d'œuvre en Chine pour fabriquer une voiture électrique, et quand on a 30 € en Occident, eh bien, le véhicule chinois, il va rentrer en recalculant le coût de la main-d'œuvre et en le ramenant à 30 €. Tout simplement. Level playing field, que le meilleur gagne. Et ça, uniquement. Et alors, après, ce que je dis, c'est la compensation, parce que je parle de compensation plutôt que de taxe, je dis cette compensation sociale. Oui, parce ça que c'est pas une taxe. de parler de taxe. Tout ton combat anti-fiscal, là, c'est je suis pas anti-fiscal, je déchiré. Il faut qu'il y ait des taxes. Non, mais c'est parce qu'il y a une différence fondamentale. Une taxe, c'est pour lever des moyens pour un État, pour mener une politique. Là, en l'occurrence, c'est une compensation qui vise juste à rétablir la concurrence, une concurrence loyale. Donc, cette compensation, effectivement, elle doit être réaffectée, selon moi, à 50% vers le pays d'origine pour l'aider à converger. Pour les pays pauvres, 100% versé à des ONG, parce que c'est compliqué quand on verse à des États, et dans nos pays, pour aider les zones. Ça s'appelle la TVA sociale. Ça s'appelle la TVA sociale et ça s'appelle la taxe carbone aux frontières. Oui, si on la prend la taxe carbone aux frontières, effectivement, c'est une très bonne idée. Ou la TVA sociale, on peut l'appeler comme ça si on veut aussi. Mais ça doit s'appliquer à une vaste zone de libre-échange. Ça ne peut pas être une réponse nationale, même pas, je pense, une réponse européenne. Ah, de toute façon, ça, tu n'y arrives pas. Enfin, tous ceux qui ont essayé n'y arrivent pas. Voilà, il faut une réponse à l'échelle des pays développés qui ont des environnements, des normes sociales et environnementales qui sont similaires et qui veulent organiser un vaste marché où la concurrence s'exerce, où l'excellence s'exprime, où Nokia se bat contre Ericsson, mais avec les mêmes règles, avec les mêmes armes et pas de façon déséquilibrée comme c'est le cas aujourd'hui avec des compétitions. Bon alors, je le dis d'un mot pour ceux qui auront envie de... Mais ce que tu résumes, et alors merci d'ailleurs, effectivement, de manière très très simple, c'est beaucoup plus élaboré que ça. Oui. Voilà, beaucoup plus détaillé. C'est un vrai job. Il y en a pour 30 pages. Mais alors, juste, il nous reste 2 minutes. Ça veut dire, finalement, le déclic sur tout ça, qui est évidemment passionnant, c'est peut-être la crise démocratique que traversent aujourd'hui nos sociétés développées qui va à un moment faire que... Parce qu'il faudrait que les dirigeants arrivent à se rassembler là-dessus. Ils n'y arrivent pas. Moi, je pense qu'ils vont y arriver, Stéphane. Ils vont être obligés. Regarde ce qui se passe, par exemple, avec la Chine. Trump essaye de se battre tout seul. Dit, c'est inadmissible, il faut arrêter, ils nous piquent nos technologies, ils n'ont pas les mêmes normes, etc. Il arrive à pas grand-chose. Biden arrive. Biden dit, en fait, Trump, là-dessus, il avait raison. Il le dit pas comme ça, mais c'est tout comme. Mais enfin, c'est tout comme. Il l'accepte. Et il dit, maintenant, moi, je veux une alliance des démocraties sur ce sujet-là. Il faut qu'on se rassemble. Nous, les démocraties qui avons les mêmes valeurs, on doit se rassembler autour de ces idées. Alors, il va pas aussi loin que ce que je propose pour l'instant. C'est dommage, mais il va peut-être y venir. Pour l'instant, il demande juste à la Chine de respecter ses engagements pris quand ils ont rejoint l'OMC. Et il veut simplement rassembler les démocraties autour de ça. Je pense que l'étape d'après, c'est le contrat mondial. C'est de dire, maintenant, on va aussi parler de normes sociales et environnementales. Mais alors, tu as des passages passionnants sur Ricardo, alors on va pas rentrer là-dedans, mais c'est très très intéressant. Il aurait fallu que j'invite Jean-Marc Daniel pour en parler avec toi. Voilà, le fan absolu de Ricardo. Mais on est d'accord, c'est le libre-échange. Le libre-échange qui est au cœur de la paix mondiale, qui est au cœur du développement des hommes. Stéphane, le libre-échange, je suis un fan absolu du libre-échange. Bon, voilà. Je suis un fan absolu du libre-échange quand les règles du jeu sont les mêmes pour tous. Quand on organise une Coupe du Monde de foot avec des règles différentes pour chacun des joueurs, là, je suis plus d'accord. Et par contre, je suis d'accord pour continuer à commercer avec ces pays. Il le faut pour la stabilité du monde, pour la paix du monde, pour le développement des pays émergents. Bien sûr qu'il faut continuer à les aider. Bien sûr qu'il faut continuer à commercer avec eux. On en a besoin. On a besoin aussi pour la prospérité de nos industries. Donc c'est ce que je propose dans le contrat mondial. Voilà, c'est écrit en toutes lettres. Le monde développé ne peut pas se contenter de se barricader. Absolument. Voilà. Absolument. Merci de l'avoir noté. Merci. Denis Père était notre dernier invité sur Bismart. Les amis, demain c'est Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi. Denis Père, le contrat mondial, donc si ça vous intéresse, dans toutes les bonnes librairies et sur tous les bons sites internet. Demain, Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.